j'essaye de recruter tous les médecins qui font du kayak, hein. Si vous en avez quelques-uns dans vos clubs, dénoncez-les immédiatement. OK, ils commencent à beaucoup se cacher. Mais bon, il y a notamment le docteur Fournier et puis Patrick Lefou qui participent un petit peu à notre commission. Et puis cette commission, on l'a aussi élargie à la fois au sport santé et au handicap, sujet que moi je maîtrise un peu moins bien. Mais voilà. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Alors, par contre, moi, il faut un timer, mais j'ai juste dit, c'est ça. Ouais, il y a une pause prévue à quelle heure il y a une pause entre les intervenants. Entre chaque intervention, entre chaque intervenant. Donc là, on enregistre là. Oui. Alors, je vais commencer par la plus délicate là, de intervention, c'est-à-dire que j'ai voulu vous présenter un travail qui n'est pas bien sûr mon travail, mais qui est le travail de la fédération. Le travail de la fédération sur de très nombreuses années, puisque notre recueil a démarré en 95 et va jusqu'en 2021. Je n'ai pas pris les données, je crois que j'ai pris un tout petit peu des données de 2022, mais ce travail, normalement, continue à être pris en compte. Alors, ce travail est quand même toujours très délicat à manipuler, parce que c'est la rubrique nécrologique de notre pratique. Néanmoins, ça reste quand même l'accident traumatologique le plus grave au sein de notre fédération. Et donc, on va voir un petit peu ces aspects. Il y a eu quelques accidents qui ont déclenché ça. En fait, avant 95, on s'intéressait déjà à ça. Et à partir de 95, la fédération s'est emparée de ce sujet avec plus ou moins de bonheur, mais il y a toujours eu un cadre, en tout cas, d'État qui gère ce dossier et ce recueil. Je ne peux pas tous les citer. Un des promoteurs, ça a été Jean-Christophe Gonod. Je me rappelle très bien de L'Un Pointurier, qui a fait aussi un beau boulot. Et puis, après, c'est Céline Reculet qui a pris la main. Et maintenant, j'ai un trou de mémoire, mais je pense que le dossier a été repris au sein de la fédération. Alors, donc, comment on a pratiqué? On a pratiqué en faisant donc ce qu'on appelle un registre, c'est-à-dire en essayant de récupérer tous les accidents de canoë-kayak. Alors, tout de suite, qu'on soit bien clair, ce n'est pas les accidents des licenciés, c'est les accidents du canoë-kayak. C'est-à-dire, imaginez que la fédération de cyclisme s'intéresse à tous les accidents de vélo, quoi. Okay, alors, notre curseur, c'est quand même accident mortel. Hein. Vas-y, continue. Comment on a fait? Donc, au début, à la Fédé, on avait un système de presse qui reprenait à partir des mots-clés tous les accidents, puisque la plupart des accidents de canoë-kayak font toujours l'objet d'un petit article dans un canard local. Donc, ça remontait par ce mécanisme-là, donc par le mécanisme presse. Et puis, il y avait quand même, dans la plupart des cas, une procédure d'enquête interne, soit à partir des cadres techniques locaux qui menaient l'enquête auprès des autorités, enfin pour essayer d'avoir. On avait parfois l'accès à des enquêtes de gendarmerie. Et puis, il y avait un jeu un peu subtil parce que les cadres, du coup, devenaient des experts pour faire l'analyse de l'accidentologie. Et donc, on a pu remonter quand même un certain nombre d'informations. Donc voilà, et donc le remerciement aux cadres et aux élus, je le fais parce qu'il n'y avait pas que les cadres, il y a aussi les élus qui ont quand même pris ce risque qui est quand même extrêmement important, qui est de dire, ben voilà, on a quand même une activité dans laquelle il y a des morts, quoi. Alors, les résultats, voilà, j'ai remis un peu la manière dont on va les présenter et j'espère que vous voyez bien mon tableau. En bleu, c'est le nombre total de décès. Donc, vous voyez que ce n'est pas non plus rien, hein, c'est 2023 décès avec une moyenne de 9,44 décès par an
pour ce qui concerne les non licenciés. En revanche, quand on voit le tableau rouge, on est, comment dirais-je, on est sur 22 licenciés sur ce tableau, avec donc une moyenne qui est de presque un décès par an. La répartition homme-femme est assez, comment dirais-je, assez classique, mais en même temps, c'est la répartition des licences, au grand désespoir de notre président qui aimerait que les femmes soient plus présentes. Et donc, on ne peut pas tirer de conclusion en disant que les femmes sont plus prudentes que les hommes, quoi. L'âge des victimes, alors comprenez bien que dans ces victimes-là, il y a beaucoup d'accidents de pratiques de gens qui font n'importe quoi, notamment dans les 0-9 ans, là, des enfants qui sont installés sur des kayaks et qui, comment dirais-je, sans forcément les conditions de sécurité ad hoc. On voit que la tranche la plus à risque reste quand même les 20-29 ans. Mais là encore, c'est des chiffres bruts qu'il faudrait bien sûr corréler à la distribution des pratiquants, parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion aussi directe que ça, mais on voit quand même que, Emmanuel nous l'a bien présenté, on voit que notre arbre de licence tire vers les seniors et les vétérans, quoi. Voilà. Et donc dans l'accidentologie, on la retrouve. La moyenne d'âge, 36,4, et la distribution, elle est assez symétrique puisque la médiane, elle est à 35 ans. La moyenne, c'est la somme des accidents par âge. La médiane, c'est à quel âge se situe la moitié d'une population d'un côté, la moitié de la population de l'autre. Alors, les types d'embarcations, il faut reconnaître que là, je n'avais pas toujours l'exhaustivité des embarcations. C'était pas toujours hyper simple, mais en gros, il y a une prédominance maintenant du kayak, ce qu'on n'observait pas avant, puisque c'était beaucoup d'accidents de canoë. Alors, il faudrait qu'on puisse regarder l'évolution entre 95 et puis maintenant, mais je pense que c'est la part kayak de mer qui a pris le dessus. Puisqu'au fond, quand on regarde les milieux de pratique, on voit que une partie des accidents se situe en eau vive, mais que la mer représente quand même 18%. Vous avez vu, j'ai été obligé d'introduire une rubrique neige, puisque c'est un milieu particulier. On a eu un accident d'un type qui s'est tué sur un pylône en faisant du kayak de neige dans les Pyrénées. Voilà. Bon. On a quelques milieux pour lesquels c'était pas renseigné, mais alors qu'auparavant on avait vraiment une prédominance des eaux calmes, on a maintenant une prédominance des eaux vives. Alors, après, j'ai détaillé les accidents par milieu parce que ça n'a pas tout à fait le même sens. Et donc, j'ai repris les éléments des milieux pour essayer de déterminer un petit peu les causes en mer, en sachant que c'était complexe dans la base de données, puisque, si vous voulez, il pouvait y avoir plusieurs événements par rapport au même milieu. Il pouvait y avoir une météo déplorable, et puis, comment dirais-je, et puis une incompétence technique, un défaut de matériel, etc. Alors, j'ai pas repris toutes les rubriques parce que c'était fastidieux, mais j'en ai repris quand même quelques-unes, avec donc un nombre de cas qui est supérieur au nombre de décès, parce que, encore une fois, il peut y avoir plusieurs causes. Je reconnais que j'ai travaillé sur ce dossier sur cette semaine-là, et c'est quand même compliqué à déterminer la cause de l'accident, lesquels on choisit, etc. Et notamment sur le thème épuisement, hypothermie,
on est à 31%, mais j'aurais pratiquement pu mettre 100%, parce qu'à la fin, ça se termine comme ça, quoi. Ok, quand il y a une noyade en mer, bon, le mec, il est incompétent, mais il finit quand même par être hypotherme. Donc, l'épuisement hypothermie, c'est quand il n'y avait pas de cause aussi majeure, quoi. Voilà, qu'il n'y avait pas vraiment une incompétence technique, qu'il n'y avait pas de traumatisme visualisé, qu'il n'y avait pas de coincement. On a un accident de coincement en mer, hein, sur un départ. Donc, voilà. La mauvaise météo, c'était un item qui n'était pas si bien renseigné que ça. Et puis, on a attribué quand même 16 décès qui sont très probablement des arrêts cardiaques médicaux, enfin, liés à des problèmes de santé. Je continue sur les autres. Pour son suicide, un cheveu particulier. De quoi? Le suicide, 2%. Ah oui, il y a un type qui s'est suicidé, ouais. Donc ça fait 2%, puisque ma base, j'aurais dû vous mettre les chiffres. La base accident de mer, elle est autour de 50. D'accord? Je vais vous les redonner ici. Ouais, c'est vrai que c'est en pourcentage, là, c'est pas très propre. Non, mais c'est. Il faudrait que j'améliore mes diapos en mettant les nombres de sujets. Mais donc, il y a un mec qui est parti, qui avait, enfin, clairement, l'enquête a prouvé que le mec, il avait. Je crois que. 95. Tu veux vraiment la période où il s'est suicidé? Non, je crois de tes camemberts. Alors, 95, 2021. Et à un moment, j'ai oublié de virer les 2022, donc il y a un tout petit peu de 2022 dedans. Alors, sur les eaux calmes, ce qui n'est pas calme, c'est les accidents de barrage, quoi, puisque c'est pratiquement la moitié des accidents. Plus de la moitié des accidents sont dans un barrage. Alors après, bien sûr, dans un barrage, il y a souvent un rappel. Et souvent, alors là, je ne les ai pas mis parce que j'ai mis l'épuisement hypothermique quand il n'y a pas d'autre cause. D'accord? Mais encore une fois, quand on nage dans un barrage et qu'on en meurt, c'est qu'à un moment, on s'est soit épuisé. Et voilà. Donc les épuisements hypothermie, c'est quand il n'y a pas d'autre cause que ça. Bon, les crues étaient signalées dans 7% de causes. L'incompétence technique, je l'ai notée, mais je pense qu'elle est. Enfin, il faudrait regarder, mais je pense qu'on pourrait encore augmenter ce dénominateur. C'est les accidents d'eau calme. En gros, c'est des gens qui ne connaissent pas le canoë-kayak, qui louent un canoë et qui font beaucoup de conneries, et notamment l'accident le plus classique, c'est la remontée d'une passe à bateau dans un barrage par l'aval. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un barrage à rappel, les gens passent la passe et remontent sous le rappel, quoi. Voilà. C'est une grosse partie des accidents. Les coincements, bien sûr, hein, qui sont parfois des coincements en barrage, mais des coincements dans les branches, etc. Et là, dans ces chiffres-là, est-ce que tu tiens compte du fait que les gens savent nager ou pas nager? Alors oui, il y a des rubriques, je n'ai pas tout exploité. Je vais vous montrer, si vous voulez, après je vous montrerai la tronche du tableau pour que vous compreniez un peu la difficulté d'en extraire un certain nombre de données en eau vive. Bon, les coincements sont quand même pratiquement dans on va dire, dans un quart, enfin, dans toutes les conséquences, c'est un quart de coincement. On a donc des accidents de barrage qui sont un petit peu moins fréquents. Bon, c'est souvent une prise en charge de rivières en crue, ok. Et puis, bon, après, l'incompétence technique, c'est toujours très compliqué, mais en gros, c'est des gens qui se sont engagés sur des rivières avec des niveaux qui étaient complètement inférieurs. Alors, tout ça, c'est du non licencié, hein, d'accord? Ah ouais, ouais.
Enfin, vous avez compris la proportion, quoi. On a en gros, sur 10 morts, on a un licencié. Donc, on a un licencié par an et on a 10 morts canoë-kayak par an. Mais le départ, si vous voulez, c'est que donc c'est Christian Huneau qui avait été extrêmement marqué par un accident sur la Vienne, qui nous avait fait France Info pendant tout le week-end, là, et qui est quand même. Enfin, il faut prendre en compte ces accidents-là parce que du coup, ça rejaillit complètement sur la dangerosité entre guillemets, du canoë-kayak. Alors, je vais essayer de vous démontrer que c'est pas vrai du tout. Pourquoi il y a cette diapo? Non, ça, celle-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'au fond, les décès par noyade, c'est une petite démonstration compliquée, mais les décès par noyade pour les seuls pratiquants du canoë-kayak en France, c'est 22 recensés en 27 ans, c'est-à-dire 0,81%, 0,81 décès par an. Les décès par noyade, tout compris, c'est 9,22. Okay, mais on estime à 2000 décès par an en noyade en France, d'accord? C'est-à-dire en gros 0,41 pour 1000 des noyades dans la population des licenciés, c'est-à-dire qu'on pèse moins de 0,5% des morts en canoë-kayak. Alors bien évidemment, quand Bertrand Tello, puisque j'ai beaucoup travaillé avec Bertrand Tello sur son enquête noyade, on avait travaillé main dans la main, et Bertrand Tello, c'est Santé publique France. À l'époque, c'était l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, et il était chargé notamment de la partie traumatisme. Et dans la partie traumatisme, chaque année, il faisait une enquête noyade, et comme on se connaissait très bien, et que même s'il n'avait pas le droit de le faire, je suis enregistré, pardon, donc on comparait nos chiffres pour voir si on n'avait pas raté des malades, et on l'a fait notamment avec Pierre-Alain Pointurier pendant très longtemps, enfin des malades et des décès au fond. Et donc globalement, on avait une très bonne exhaustivité, ce qu'il avait lui, je l'avais moi, et inversement. Donc on estime en fait, on pèse en gros, à niveau de la fédération, on pèse moins de 1 pour 1000 des noyés en France, ok. Et quand on regarde la population générale, que je ne dise pas de bêtises, dans la population des licenciés, et on pèse quand même la moitié d'1%, quoi, c'est 0,5%, c'est-à-dire 4 pour 1000, 4,6 pour 1000 des noyés en France, dans la population des pratiquants. On est combien de licenciés en France? Alors, c'est tout le débat, mais actuellement, on a atteint, en France, on a atteint 70 000 licenciés dans la meilleure année. En kayak, ouais. La meilleure année, c'était 2019, 70 000 licenciés. Bon, ah, mais c'était, vous savez, les fausses cartes canoë blanches. Les fausses. Oh, mais je suis enregistré là. Il ne faut pas que je dise ça. Les canoës. Vous étiez licencié pour une journée? Oui, oui. Voilà. Non, mais ça posait énormément de problèmes, notamment sur le plan du certificat médical. Donc, les combats ont été. Et sur la population des gens qui ne sont pas licenciés, il y a combien à peu près de pratiquants? C'est plus en fait. Ah oui, alors, on y va là, j'y vais direct, ok. Donc, l'incidence des noyades, si on veut essayer de calculer, parce que j'ai bien compris que vous vouliez faire ça, donc la diapo, elle est tout de suite là. Alors, bien évidemment, moi, je l'ai fait un peu au doigt mouillé, c'est-à-dire j'ai essayé de regarder le nombre de licenciés sur ma période, parce que dans la première période, on était plutôt à 20-30 000 licenciés, et on est monté à 70 000. Donc, si on prend une base de 60 000 licenciés sur la période, ce qui est un peu excessif, mais ce qui m'arrange un peu, on est à 1,35 pour 100 000 licenciés. Si on prend une autre base, qui est les études actuellement d'impact du canoë-kayak, on part sur une base de 3 millions de pratiquants. D'accord? Là aussi, j'ai pris un dénominateur un peu costaud en bas, là, mais peut-être qu'il faudrait affiner. Parce que le problème, c'est que maintenant, on a bien 3 millions, on a même un peu plus que 3 millions de pratiquants, mais en 95, on ne les avait pas vraiment, on était plutôt autour de 1,5 million, quoi. Mais en gros, ça veut dire que chaque année, 3 millions de types mettent leur cul dans un bateau.
OK? C'est ça que ça veut dire en pratique actuellement. Donc, si on prend ce dénominateur, on trouve un chiffre qui est autour de 3,33 décès pour 100 000 habitants. Et ces chiffres sont à comparer avec l'incidence de la noyade en population générale, puisqu'en France, la noyade, si on raisonne avec 2000 noyades sur 60 millions d'habitants, on trouve 3,33. C'est-à-dire, on trouve qu'au fond, enfin, je veux dire, vous n'avez pas de risque plus important qu'un mec normal français, voilà, de se noyer. Voilà. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais même si, quand on fait l'étude, on trouve un odd ratio, c'est-à-dire on trouve un risque particulier canoë et kayak, que l'étude noyade a bien démontré, c'est-à-dire que c'est un facteur de risque de la noyade. Les autres facteurs de risque de la noyade, c'est être bourré et être migrant. D'accord? Être migrant, ça fait partie des facteurs de risque. Être épileptique, c'est un facteur de risque de noyade. Enfin, voilà, on retrouve quelques facteurs de risque comme ça qu'on peut faire sortir. Canoë-kayak est largement sorti dans l'étude des accidents de noyade, mais quand on regarde les chiffres, bon, même si j'ai un tout petit peu truandé peut-être mes dénominateurs, mais quand on regarde les chiffres, on est quasiment sur une distribution normale de la population française, quoi. Tout ça pour vous rassurer après cette horrible rubrique nécrologique. Donc ça reste un événement exceptionnel. Alors par contre, oui, quand on regarde, on est plus à risque quand on est quand même licencié parce qu'on a une pratique beaucoup plus fréquente que quand on met le cul une fois dans un bateau. Okay, donc plus exposé que les pratiquants occasionnels. Voilà. Donc après, voilà, la discussion elle est ouverte. La réflexion sur la sécurité doit se poursuivre. La prise de risque est inhérente à la pratique. Est-ce qu'on doit interdire certaines pratiques? Voilà, je vous laisse le choix. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'arrête la présentation? Alors, la noyade, c'est une définition qui n'est pas très médicale, puisqu'au fond, il faut être mort pour être noyé. Et donc, on utilise plutôt un terme qui est les accidents de submersion. Il faut savoir qu'en gros, comment dirais-je, sur un noyé, je le dis quelque part, où c'est la première cause de mortalité chez les 1-4 ans. Je vais essayer d'aller vite. Donc là, on partait sur 1800, entre 1800 et 2000, et surtout, il y a quand même beaucoup de quasi-noyades, c'est-à-dire que la noyade étant a priori des décès, on a pratiquement 18 000 interventions chaque année pour des accidents de submersion, quoi. Donc les accidents, c'est les accidents en mer ou en rivière. Donc là, on part sur les enquêtes mairies et sur les accidents, c'est pas ça qui m'intéresse. Les causes. Alors oui, il y a plein de débats sur comment dirais-je, sur la noyade, c'est-à-dire soit c'est un accident de submersion primitif, c'est-à-dire en fait le sujet s'épuise ou le sujet ne sait pas nager, mais dans un certain nombre de cas, et on l'a vu sur certains accidents, mais en fait il y a quelque chose, un arrêt cardiaque, un choc traumatique, quelque chose qui déclenche un malaise. Et ben, comment dirais-je, l'organisme il fonctionne assez mal en milieu hydrique, et à partir du moment où vous avez un malaise, une perte de connaissance, et ben, vous vous noyez secondairement. Comment ça se passe? En pratique, on a une apnée réflexe, c'est-à-dire que dès que vous mettez de l'eau dans la trachée, il y a une vasoconstriction du larynx qui fait qu'il n'y a pas d'eau qui passe. On peut respirer et on respire. En fait, on fait une grande dépression respiratoire, mais cette dépression s'est bloquée en haut et donc il y a énormément de flotte dans l'estomac, quoi. D'accord? Et c'est pour ça que les noyés
sont souvent à estomac plein, hein, parce que au moment où ils essayent d'inspirer, comme c'est bloqué en haut, et ils font une grande dépression et ben, il y a un deuxième tuyau, c'est l'estomac, dans lequel éventuellement il y a de la flotte. Mais à un moment, après cette apnée réflexe, elle lâche, et à ce moment-là, ben, quand il respire de l'eau. Et on est assez mal équipé en branchies, ce qui fait que ben, ça entraîne un certain nombre de complications, et notamment quand on met de l'eau à l'intérieur d'un poumon, ça abîme à l'intérieur du poumon tout ce qui est les systèmes qui permettent que les alvéoles soient ouvertes. Et pour que les alvéoles soient ouvertes, il y a un truc qui s'appelle du surfactant, qui est un peu comme du produit. C'est-à-dire, ça crée une tension de surface un petit peu plus légère. Et du coup, si vous voulez, cette destruction du surfactant va entraîner des lésions pulmonaires à distance. Alors, il y a aussi, bien sûr, deux catégories que vous avez peut-être déjà entendu parler, entre les noyades en eau douce et les noyades en eau de mer. En eau de mer, on est sur un milieu qui est hypertonique, et donc on va avoir un passage, puisque c'est des membranes semi-perméables, on va avoir un passage de l'eau. L'eau n'aime pas avoir des différences de concentration. D'accord. Si vous avez un milieu très salé avec un milieu d'eau et que vous avez une membrane semi-perméable qui est perméable à l'eau mais qui n'est pas perméable au sel, vous allez avoir un passage de l'eau vers le sel. C'est l'osmose. Ok. Quand j'utilise ce mot, c'est un gros mot, mais vous avez tous pigé, quoi. L'eau, elle aime pas, elle essaye de reconcentrer et d'équilibrer les concentrations. D'accord. Donc, en mer, le compartiment plasmatique va en plus compliquer les choses en rajoutant de la flotte dans le poumon. Inversement, en eau douce, c'est cette eau douce qui va aller remplir le compartiment plasmatique. OK. Et ça crée un certain nombre de situations. Mais le vrai fond du problème, ça reste quand même la destruction par le surfactant comment dirais-je, de la flotte à l'intérieur. Bon, une fois qu'on a, comme nos poumons ne sont pas des branchies, ça finit par avoir un arrêt respiratoire et circulatoire, parfois le circulatoire avant le respiratoire, enfin voilà, mais globalement, il y a donc en gros une hypoxie, c'est-à-dire il n'y a plus d'oxygène et les tissus ont besoin à un moment d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Et le tissu qui a le plus besoin d'oxygène, ça reste le cerveau. Donc le pronostic vital, il est cérébral. Alors, comment dirais-je, bien évidemment, il y a une instabilité hémodynamique parce que vous avez compris qu'il y a du passage de la flotte du noyé dans le compartiment plasmatique dans une situation, et au contraire, dans l'autre situation, il y a une espèce de perte du volume plasmatique qui entraîne une chute tensionnelle et donc la nécessité d'un remplissage. Entre les deux, bien sûr, il y a énormément d'ions qui se baladent. Et puis, il y a le problème de l'hypothermie. C'est-à-dire que ça, c'est une discussion qui est assez fréquente. Mais pour moi, un des mécanismes de la noyade, c'est probablement, alors je n'ai pas de topo fréquent, je vais aborder cette question ici, le mécanisme de la noyade, ça reste l'hypothermie. C'est-à-dire que l'hypothermie, c'est comment dirais-je, ça va altérer d'une part les fonctions cognitives des sujets qui sont dans la flotte. Vous avez remarqué que quand on les laisse se baigner un peu trop longtemps, ils deviennent assez débiles. Je peux remarquer ça. Mais avec des trucs ou des choses qui pourraient être très simples, et ils captent assez moyennement les consignes qu'on leur donne, quoi. Et la deuxième chose, c'est que l'hypothermie, ça va altérer les fonctions musculaires et les gens vont se retrouver aussi dans une situation où les muscles vont franchement moins bien. Il y a des expériences qui ont été faites avec des nageurs extrêmement entraînés. Plus vous les mettez dans des piscines ou des lacs, à un moment, il fallait mettre dans des lacs quand ils étaient à moins 5 degrés. Enfin, à 5 degrés, là, c'était plutôt dans les lacs. Mais vous les mettez dans des situations, leur performance se dégrade extrêmement rapidement. Et l'hypothermie,
elle n'est pas forcément marquée. Ce d'autant plus qu'on a vraiment beaucoup de mal à mesurer l'hypothermie parce qu'il n'y a pas vraiment de température idéale. En tout cas, le thermoflash, là, c'est vraiment la catastrophe. Là, les trucs en contact, là, c'est des thermomètres qui ne marchent pas très bien. Les thermomètres tympaniques, c'est quand même pas mal, mais c'est pas si génial que ça. Et oui, oui, non, mais nous, dans notre approche de l'hypothermie, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire, un thermomètre très profondément dans le rectum, ça reste une bonne solution, mais c'est très difficile à faire, surtout dans les époques actuelles où, sur le bord du terrain, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Voilà. Donc, en tout cas, savoir que comment dirais-je, qu'il ne faut pas forcément beaucoup, beaucoup d'hypothermie, c'est-à-dire que déjà à 36 degrés, les performances musculaires diminuent. Le muscle, lui, il travaille bien autour de 38-39 degrés, le muscle localement, c'est-à-dire si on mesure la température locale. Parce que quand on mesure la température, on ne mesure pas la température des cellules. On mesure une température dans un tube digestif qui a quand même une inertie thermique qui n'est pas si claire que ça. En tout cas, en revanche, nous, ça nous arrange l'hypothermie d'un point de vue réanimation. D'accord? Parce que l'hypothermie a un effet protecteur cérébral. Donc, on ne va pas forcément se battre pour réchauffer les noyés hypothermes. Mais attention, je ne parle pas des noyés qui n'ont rien. Hein. Je parle des noyés qu'on va intuber, ventiler et pour lesquels le pronostic neurologique est très profondément engagé. Bon, après, ça entraîne aussi toute une série de cascades de réactions inflammatoires. Ce qui est important à connaître, c'est les stades de la noyade, puisque maintenant, c'est comme ça qu'on les détermine. Donc, je vais directement sur le premier. L'aquastress, en fait, dans l'aquastress, c'est pas vraiment une noyade, quoi. C'est-à-dire, le type, il a été dans l'eau, il a eu très très peur, mais au mieux, il y a eu un laryngospasme qui a empêché la flotte de circuler, mais il n'a rien avalé. Il n'a rien inhalé. Il a pu avaler, mais il n'a rien inhalé. Le deuxième stade, c'est le petit hypoxique. Ça, c'est des malades dans lesquels il faut énormément se méfier, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont un peu inhalé, et c'est probablement ce message moi, que je veux faire passer aujourd'hui, c'est ceux-là dont il faut se méfier comme de la peste, parce que, bon, ils vont bien, quoi, ils ont pris une bonne tasse, là, ils sont un petit peu gênés, mais rien de plus, et le symptôme le plus marquant, ça va être probablement un peu de tout. OK? Pour vous, le truc à repérer. Mais un malade qui a pris une bonne tasse et qui tousse un peu, là, eh ben méfiez-vous, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il a inhalé. Ce qui va se passer, c'est qu'il a bousillé son surfactant. Et ce qui va se passer, c'est qu'il peut vous faire, dans la nuit, un OAP lésionnel. Voilà. Et c'est ces petits hypoxiques pour lesquels on peut se faire piéger. Bon, ben ouais, tu as pris une bonne tasse, c'est bon, on rentre à la maison. Et progressivement, il va se mettre à être de plus en plus essoufflé, avoir des crépitants dans les deux champs pulmonaires, et les choses vont s'aggraver très à distance. Bon, après, le grand hypoxique, bah, c'est assez facile, hein, c'est plus votre problème, d'accord? Ça devient le nôtre. Et bon, l'anoxique, c'est arrêt cardiaque. En gros, c'est prise en charge de l'arrêt cardiaque. Je ne vous fais pas le PSC machin. Alors, les facteurs pronostiques, c'est la durée de submersion. C'est bien sûr s'il y a une instabilité hémodynamique. On va rentrer trop dans la technique, là. Donc, quand on peut, c'est assurer l'oxygénation. Bon, lutter contre l'hypothermie, je vous ai dit que ce n'était pas si vrai que ça. Et surtout, pensez au piège diagnostique aussi. Hein. C'est-à-dire, un type qui s'est baigné dans une rivière et qui a été un peu secoué, il faut faire quand même très très attention à son rachis cervical et tout ça. On n'a pas vraiment de protection par rapport à ça dans nos casques, etc. Bon, bon après, je réponds à vos questions. Après, c'est un petit peu trop technique là. Question sur la noyade 9,55, je suis pas mal. Parfait. C'est pas bien, enfin, voilà, on constate bien qu'après 3,20 dans une descente de rivière, qu'il y a qui s'est fait pas mal de moyens. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de thermomètre à lui mettre dans le derrière à ce moment-là, mais si on regardait,
on verrait qu'il y a ça. Alors après, un des moyens de prévention absolument absolu, hein, et notamment l'été, c'est quoi? Bah ouais, c'est la combinaison néoprène à 30 degrés sur le bord de l'Ubaye ou sur le bord de l'Isère, parce que l'eau, elle est à 7. Hein, et que jouer avec le petit t-shirt et faire les cacos et le petit kawaii, là, c'est bien, mais au moment où vous allez passer dans l'eau, ou au moment où vous allez être en rescue, parce que l'autre situation, c'est la rescue pour les cadres. Je ne vous ai pas montré, mais dans nos accidents mortels, on a perdu des cadres. Hein, et les cadres, ils sont morts, ils ne sont pas vraiment morts d'accident de kayak, hein, ils sont morts d'accident de rescue. Donc, de sauvetage, pardon, j'utilise un terme anglais. D'accident de sauvetage. Question? Si je n'étais pas la saturation de en air bouillant est intéressante pour justement la suite. Moi, là, j'ai utilisé un topo, je ne vais pas prendre le temps de bosser mon topo, vous avez compris que j'ai utilisé un topo qui était un topo un peu médical, que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, mais après, dans la trousse de secours, ouais, t'emmènes quoi? Parce que je vous en ai fait une. Oui, oui, en piscine, il y a le matos, parce que c'est réglementaire et obligatoire. Vérifiez quand même que vous ayez accès, parce que les maîtres nageurs, il faut ça sous clé, là. Après, ça passe une intervention, hein, c'est-à-dire dès qu'on a quelqu'un, on récupère pour le ventiler. Oui, oui, oui. Les secours, il m'a passé en ventiler. À notre niveau, c'est l'expulsion à 5 heures ou 5 heures. Et si le téléphone il passe. Oui, puis le problème, c'est de se localiser aussi. On peut expliquer précisément. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est pas très bien compris le système de vite que c'est là où il faut bien écrire tous. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, quand il y a eu une. Je suis toujours en. Peut-être qu'il faut que je me remette en visio, là, parce que là, je partage mon écran. Là? Tac. Voilà. Quand on. Comment dirais-je? Ta question, c'est. Le stade est compliqué à comprendre. L'aquastress, il y a eu une vasoconstriction laryngée. En tout cas, on considère que le type n'a pas pris d'eau. Mais ça reste de la théorie, hein, parce que tu ne sais pas, quoi. Et par contre, quand il a avalé, quand il n'a pas avalé, quand il a inhalé un peu de flotte, il y a de la flotte qui s'est mise dans ses alvéoles pulmonaires. Alors, il y a des mécanismes de défense, de nettoyage, etc. Mais dans les mécanismes de nettoyage, il y a tout l'appareil ciliaire qui va virer les algues, les machins, enfin les trucs qui sont dans la flotte, là. Et donc, il va y avoir de la toux, il va y avoir une irritation et de la toux. Et la toux, c'est peut-être le seul symptôme qui vous obligera d'aller consulter. Okay, c'est-à-dire, par rapport à un type qui a pris une bonne tasse, vous n'allez pas systématiquement à l'hôpital. Mais un type qui a pris une bonne tasse et qui tousse, qui a une espèce de toux persistante, celui-là, vous l'emmenez à l'hôpital. Okay, c'est ça un peu le message. Et pourquoi? Parce que ça a bousillé un peu de surfactant et qu'il y a une petite atteinte alvéolaire qui va se dégrader, qui va s'auto-alimenter parce que comme il a un surfactant abîmé, il va y avoir de la flotte qui va passer dans son poumon et il va avoir une espèce de maladie pulmonaire qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë dans sa phase la plus importante, mais et dans les formes les plus graves, on a des poumons qui sont radiologiquement blancs, quoi, qui sont pleins de flotte, quoi. Bon, au stade où les poumons sont blancs, les mecs, ils ne sont pas en grande forme. Hein. Mais c'est, comment dirais-je, c'est quand même extrêmement bien toléré. Enfin, l'expérience du Covid fait qu'il y a des malades. Bon, ils continuaient à vivre leur vie, à respirer, mais les poumons qu'ils avaient, c'était impressionnant, quoi. C'était vraiment une très grosse atteinte, quoi. Et on arrive quand même à vivre, on a quand même de très très grosses réserves. Enfin, l'appareil pulmonaire, il est quand même très très puissant. Mais c'est probablement un des organes les plus fragiles de notre système. Hein. Il y avait une autre question, oui, sur les secours, là, oui. Ce qui est très, très complexe sur les secours, c'est quand même que
il y a quand même des gros moyens, hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus se dire que rien n'apparaîtra. Ce qui est certain, c'est que la rescue, canoë-kayak, c'est-à-dire la sortie du mec de l'eau, il ne faut pas espérer quelque chose des pompiers, quoi. D'accord? De ce côté-là, faites-le vous-même, quoi. OK? J'ai une anecdote qui peut être intéressante, mais un peu longue. On va récupérer quelqu'un sur le chalot. Et je vais aussi, enfin, on va aussi la réanimer parce qu'on avait une formation de secouriste. C'est ancien, c'est en 77 ans. Et il y avait des jeunes, c'était dans les dernières fin de saison, là, c'était un peu la panique, avec 400 mètres après la piscine à vide. Et on était sur la piscine, etc. Et on c'était un peu la panique. Et je vois arriver 3 bateaux, 3 pagaies, 3 jeunes, et puis 3 jeunes sur le bord, 2 jeunes sur le bord et pas le troisième. Donc, ça, voilà, ça fait un certain temps, je suis débarqué, il était coincé par un pied, et sous l'eau, dans le remous qui est avant la piscine à vide, un peu au-dessus de là. Et je n'avais pas été coincé, et puis enfin, c'est pas plus compliqué pour être coincé, j'ai été balayé, je connais ce que ça a pris du temps. Je me suis retrouvé le pied coincé dans l'eau, décoincé, il est parti, j'ai récupéré, difficilement, j'ai récupéré un noyer bleu. Donc, déjà, je m'étais accroché à lui, j'avais arraché le fidèle, il était torse nu, donc je ne pas déshabillé, et j'ai pu l'attraper par le casque. Noyer bleu, et par réflexe, sur le genou, ventilation. Je peux dire, c'est un noyer bleu, il est perdu, c'est fini. Ventilé. Et les parents de tous les jeunes qui étaient là, et les femmes qui disaient, je suis médecin, venez-le, je ne peux pas, je suis médecin, etc. Et puis, un petit tout dessus, comptait que les temps dessous, et que j'arrivais pas à se remonter. On l'a transporté sur notre rive, et ensuite, on l'a massé. Alors, moi, j'étais à ventilation, à l'époque, on était en masse tensionniste. Donc, moi, je ventilais, et la médecin massait. Donc, quand les dessous sont remontés, barrage, on fait des discours, etc. Ça a pris du temps et on massait. Et alors, à un moment, il a eu un réflexe de rejet. Voilà. Ça. Alors, je pensais à se désencombrer les voies respiratoires, ce qui fait qu'on l'a conduit. Je ne réponds pas les pieds, moi j'ai pris la tête en arrière, c'est pour donner la bouche. C'était un peu plus rendu avant du petit déjeuner. Et on l'a allongé. Alors là, on a vu que les gens ont dû faire, parce qu'on était dans les cailloux, hein, donc mettez vos matelas au gilet, on l'a remis. Un peu d'argent de respiration comme ça, et son visage est devenu marbré. C'est devenu marbré. On a continué. Et moi qui ventilais, j'avais des contre-respirations finalement. Et puis on a repris une respiration spontanée, on laisse, et puis surveiller. Tout ça, ça peut beaucoup de temps. Et donc les pompiers, le temps d'être prévenus, ils avaient du mal à ramener le temps. Donc, ils étaient prévenus, ils sont arrivés, ils n'ont été pas appelés leur barque sur le lac, c'était pas ça, ils ont été rappelés. Ils sont descendus 400 mètres, et à ce moment-là, ils sont arrivés, où il y avait une petite respiration, il commençait à lâcher un vrai, et là, ils nous ont pris le principe, voilà, puis après, c'est les gendarmes, propositions, etc. Quand on partait, les pompiers s'étaient réarrêtés parce qu'il y a eu un arrêt un peu respiratoire, et leur ventilaient, ils avaient l'oxygène et tout ce qu'il faut. Et puis, voilà. Mais, donc après, on continue, voilà, les pompiers ont fait leur nécessaire. Et j'ai rappelé, c'était en mai, et j'ai rappelé des gens dans la queue en septembre, je leur ai demandé ce qui s'est passé après, donc on a récupéré. Alors, ils étaient un peu gênés, non, ça va, il a pris connaissance avant d'arriver à Ballon, c'était un jeune qui a pu passer son bac, etc. Donc, vraiment, j'ai une certaine fierté de ça, hein, mais ça revient tout à fait à ce que tu dis. Et les espoirs étaient dans le froid, mais je revenais du barrage. On m'a dit que c'était peut-être un peu ça qui avait fait qu'il n'avait pas eu finalement les gens respiratoires en commun plus que ça, parce qu'il n'a pas rejeté l'eau. La plupart des noyés, ils ont l'estomac plein. C'est même pour moi, du reste, enfin, c'est un peu de la médecine légale, mais un noyé qui n'a pas l'estomac plein, c'est souvent autre chose. Donc,
Donc, parce qu'il y a cette espèce de qu'on se passe extrêmement important qui fait que quand on essaye de respirer, parce que les mouvements respiratoires sont très puissants au moment de l'arrêt. Et donc, quand on met une grosse dépression respiratoire, la bouche ouverte dans un milieu hydrique, il y a quand même de l'eau qui rentre dans l'estomac. Et donc, le fait qu'il ait du jus d'orange et tout me fait penser qu'il n'était pas un stade si avancé que ça, quoi. Et qu'il y avait peut-être d'autres choses qui expliquaient sa cyanose, etc. Et par contre, la cyanose, si vous faites une épreuve d'apnée, bon, c'est intenable, hein, mais si vous faites une épreuve d'apnée, vous pouvez voir apparaître un peu de cyanose. Les mecs qui font des hauts fonds, là, ils sont cyanosés. Mais alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a complètement changé de discours entre ce que me dit Jean-Paul, où à l'époque, effectivement, masser, il fallait avoir l'option réanimation. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on lâche. Mais, et qu'on a complètement changé de paradigme, parce que qu'on a complètement changé de philosophie, parce que maintenant, on raisonne en disant, avec l'hémoglobine, la fixation de l'oxygène, etc., on a quand même des réserves extrêmement importantes, et même s'il n'y a que 70% de saturation, il reste encore de l'oxygène. En revanche, le massage cardiaque, c'est la clé du truc. Et le piège, c'est le gaz. C'est-à-dire, quand on pose la question aux gens, mais est-ce qu'ils respirent? Les gens nous disent oui, ils respirent. Mais nous, on entend derrière. Et là, on se dit, bah, on va quand même vous envoyer une équipe. Et puis, vous allez masser, madame. OK. Mais j'ai jamais massé, docteur. Eh ben, on va vous expliquer comment vous faites. Et là, c'est le bordel dans la régule, parce que c'est E1, E2, E3, Steve Alive Again, enfin, toutes les bordels, là, ça fait un bruit d'enfer. Mais la vieille, elle masse son vieux, quoi. Voilà. Parce que si le no-flow est supérieur à 10 minutes, l'espérance de vie est égale à 0. Voilà. Bon. Mais alors, après, au niveau discours, il faut que vous compreniez que la responsabilité de la prise en charge des malades, des blessés et des parturients, salut, il ne voit pas, la responsabilité des malades, des blessés et des parturients appartient au SAMU, c'est-à-dire que c'est toujours le débat SAMU-pompiers, mais le problème c'est que, et encore une fois, c'est souvent le cas, c'est quand vous faites appel aux sapeurs-pompiers, ils ont une réflexion assez binaire et ils s'engagent. Ils ont normalement une obligation d'interconnexion service qui fait que normalement, ils doivent nous tenir au courant. Mais bon, quelquefois, alors, nous, on a des flux d'appels qui sont quand même on a des flux d'appels autour de 2000 appels jour, quoi. Donc sur ces dossiers-là, de temps en temps, on perd de l'info, ce qui fait que, ben voilà, il y a le motard, il s'est planté, il y a le fémur en Z, les pompiers sont intervenus, mais comme ils savaient qu'il y avait un infirmier pompier qui allait arriver, du coup, ils n'ont pas passé le bilan tout de suite, et l'infirmier pompier arrive en disant, ben voilà, c'est une fracture de fémur, merci gars, il était 9h quand l'accident a eu lieu, tu m'appelles, il est 11h, il s'est passé quoi? Voilà. Bon, donc à un moment, l'interconnexion service, elle ne marche pas très bien. Et la prise en charge des blessés, enfin, si vous avez le feu à la maison, faites le 18, hein, nous, on ne sait pas faire. Hein. Mais par contre, si vous avez un malade, faites le 15. Et à partir de là, vous avez un opérateur qui est quand même un professionnel de santé maintenant, enfin qui va l'être en tout cas, qui est quelqu'un d'assez bien formé et qui va non pas vous demander si... enfin, qui va bien sûr vous demander l'adresse de manière très précise. Je reviendrai après sur cette question qui est extrêmement compliquée, qui est à quel endroit ça se situe. D'accord ? Et de toute façon, nous, on n'intervient jamais sans les sapeurs-pompiers. D'accord ? En voie publique, c'est sapeurs-pompiers obligatoire. D'accord ? Domicile, c'est un tout petit peu différent, mais voie publique, sapeurs-pompiers. Donc, de toute façon, il y a une interconnexion service qui se fait beaucoup dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ils ont besoin de moins d'informations que nous. C'est-à-dire que nous, on a besoin de recueillir beaucoup plus d'informations. Et du coup, on a une information beaucoup plus pertinente. Voilà. Et après, derrière, il y a des moyens, hein, c'est-à-dire, alors tout dépend bien sûr du plafond météo, mais un accident maintenant sur la cure, je pense que les mecs de Dijon, ils déboulent d'Ardin ou Nevers. Et ils déboulent pas en mobilette, ils déboulent en hélico, quoi. OK ? Donc toi, de ton temps, c'était le Sueur d'Avalon qui a dû arriver avec les délais du Sueur d'Avalon, quoi. Bon, mais tout ça aussi, les hélicos sont des très belles machines, mais le problème, c'est que là, le plafond, il est bas. Hein, donc ce jour-là,
il n'y aura peut-être pas forcément d'hélico. Là, ils volent, mais il suffirait pas grand-chose pour qu'ils volent plus, quoi. Et il n'y avait pas de portable. Donc maintenant, quand même, maintenant, est-ce qu'il faut avoir un portable quand on navigue en rivière? Moi, j'avoue, je suis un peu de l'ancienne génération, mais je l'ai quand même de plus en plus. Alors, la géologue, dans vos rêves, les gars. Hein. Ah bon? Ouais, parce que la géologue, c'est un service payant parce que les opérateurs nous le font payer. C'est quand même extraordinaire. Hein. On leur a tout filé, les réseaux et tout, mais donc quand on doit géolocaliser quelqu'un, il faut faire une demande, il y a une espèce d'autorisation complexe, il faut signer le caractère hyper urgent de la demande, et derrière, effectivement, il faut faire un borne. Et nous, et je pense que les flics aussi, payent le service à France Télécom. C'est une réquisition et donc, quand la police a besoin de borner pour chercher un bandit, là, je pense qu'ils payent comme nous. Et nous, quand on a besoin de chercher un malade en urgence parce qu'il il a répondu qu'il allait se foutre en l'air et il a raccroché, eh ben, ça prend un quart d'heure, une demi-heure hein, avant de le borner. Contre la géologue, c'est quand vous avez un téléphone que vous avez accepté de géolocaliser avec un autre, ça c'est beaucoup plus rapide. Effectivement, quand vous partez